Dans un peu plus d'un an, du 26 juillet au 11 août, la planète aura les yeux tournés vers la France à l'occasion des Jeux Olympiques. Et à l'approche de cet événement, nous vous proposons de découvrir l'une des composantes de l'olympisme français, l'ANOF, Académie nationale olympique française. Pour en parler, nous accueillons son président Arnaud Richard. Bonjour à vous. Bonjour. Pourriez-vous nous présenter la raison d'être de cette organisation qui gagnerait à être mieux connue ? Alors, la raison d'être de l'Académie olympique, c'est la promotion des valeurs olympiques et paralympiques. J'insiste sur ce dernier élément parce que nous l'avons ajouté assez récemment et justement dans la dynamique de Paris 2024 pour faire la promotion des valeurs chères au baron Pierre de Coubertin, mais pas seulement. Donc de manière plus générale et plus inclusive, celles qui sont portées à travers l'organisation des Jeux. Vous allez donc changer le titre prochainement alors ? Alors ça serait une option, mais bon, pour des questions un petit peu complexes de droit, de marque déposée, etc. Pour l'instant, nous restons Académie nationale olympique française. Et il faut souligner le rôle primordial de l'Académie dans l'évolution du sport, puisque l'une des missions de l'ANOF est d'étudier les besoins exprimés par les différentes fédérations sportives, alors qu'a révélé l'organisation depuis sa création. Alors ça serait difficile de faire un résumé exhaustif, mais tout à fait. En fait, une des particularités de notre académie, c'est d'héberger en son sein le CEOF, le Centre d'études olympiques français, qui met en contact des universitaires avec des actrices et des acteurs du monde olympique et sportif, en pouvant répondre à certains besoins et en réalisant des études et des recherches sur le terrain, à la fois en résumant des travaux, universitaires, mais aussi en menant des enquêtes originales qui vont pouvoir tantôt s'intéresser aux infrastructures. On a eu des travaux sur les bassins en canoë-kayak slalom, mais aussi s'intéresser directement aux personnes. Et on a eu une bourse de recherche l'année dernière, par exemple, qui s'intéressait aux athlètes trans, qui est une des questions qui fait peut-être le plus débat dans certaines disciplines. J'entends par exemple la natation ou peut-être l'athlétisme. Et vous correspondez très bien au poste de président puisque vous êtes issu du monde universitaire. Alors je suppose que l'ANOF, vous l'avez dit, œuvre aussi à la promotion de la culture paralympique. En quoi précisément ? Justement en essayant de rappeler que, alors j'aurais peur de faire un impair, mais il me semble depuis Séoul 88, réunis dans une même ville et sur une période temporelle très proche, les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et d'ailleurs, en France, le ministère en charge des sports s'appelle le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, il était pour nous important de rappeler d'une certaine manière l'universalité dans la différence, parce qu'il est vrai que l'olympisme et ses valeurs ne sont pas exactement les mêmes pour celles liées au paralympisme, mais dans les grandes valeurs, je dirais, qui transcendent le sport et les questions d'humanisme derrière, regrouper olympisme et paralympisme est pour nous fondamental. Et l'on ne peut être qu'admiratif devant les performances des athlètes paralympiques. Et l'ANOF œuvre aussi pour la francophonie. Tout à fait. La langue française est langue officielle au CIO, donc au Comité international olympique. Elle ne l'est pas à l'IPC, le Comité international paralympique, mais Pierre de Coubertin, en fondant le CIO à la Sorbonne à Paris à la fin du 19e siècle, avait bien insisté sur l'importance de la langue française. Lorsqu'il y a conflit au CIO, c'est même d'ailleurs la version française des textes qui prévaut, le CIO étant lui-même basé à Lausanne, en Suisse, ce qui facilite peut-être la reconnaissance de la langue française là aussi.
Un rappel historique intéressant. Alors l'éducation nationale est l'un des vecteurs de la promotion de la culture olympique, mais force est de constater que seulement 20% des établissements scolaires appliquent les directives de 30 minutes d'activité physique quotidienne. L'Académie nationale olympique française peut-elle lutter contre ces disparités ? Alors j'ai envie de vous dire oui et non. On peut lutter en essayant de faire une forme de promotion et en mettant en avant en particulier les 30 minutes d'activité physique et sportive avec en particulier toute l'action très importante que Jean-Marc Serfati, le nouveau délégué ministériel du ministère de l'Éducation nationale, a développé et promeut très activement, mais l'Académie olympique en elle-même n'a pas suffisamment de bras, d'une certaine manière, pour pouvoir arriver à être, je dirais, plus actif que cela. Mais nous essayons par l'esprit et à travers nos réseaux, nos membres, et les différentes actions que nous pouvons avoir, jusque dans les médias, comme aujourd'hui, nous essayons donc de faire la promotion de ce très beau programme et de manière générale de l'importance de l'activité physique. Et saluons au passage la mémoire du baron Pierre de Coubertin qui a milité pour l'introduction du sport à l'école. Alors l'actualité du moment à la NOF, c'est le déplacement de 3 représentants de l'Académie en Grèce à Olympie du 10 au 22 juin. Sur quels critères ont-ils été sélectionnés et quel sera leur rôle ? Je vois que vous êtes très bien renseigné. C'est effectivement une actualité très importante pour nous, dans le sens où, en tant qu'Académie nationale olympique, nous sommes l'émanation en France de l'Académie internationale olympique qui est basée en Grèce, à Olympie. Et donc, cette Académie internationale, elle est d'une certaine manière un centre aussi de formation et de documentation, d'excellence. L'excellence est une des valeurs olympiques, dans laquelle sont formés chaque année, à travers des sessions, en particulier des jeunes dirigeants, qu'on appelle aujourd'hui les jeunes ambassadeurs. Et donc, nous avons lancé un appel national pour que des jeunes entre 20 et 30 ans en France, sportifs, mais aussi dirigeantes et dirigeants, puissent être nos représentants pendant cette session internationale. Et donc, nous avons sélectionné pour cette année 2 participants et 1 participante. Généralement, c'est plutôt 2 participantes et 1 participant avec des profils féminins excellents. Mais cette année, il y avait un petit peu de rotation et donc le comité qui évalue de manière tout à fait indépendante les candidatures a retenu à nouveau 3 excellents profils. Un privilège que de découvrir le berceau des Jeux Olympiques. Alors, culture et éducation sont associés aux valeurs de l'olympisme et le sport devrait être accessible à tous. Mais malheureusement, on peut être choqué du prix exorbitant des billets aux Jeux Olympiques et en particulier celui des épreuves reines comme l'athlétisme. Alors, sur ce sujet, je ne voudrais pas commettre d'impair, je vais juste me baser sur mon expérience personnelle. Sans aucun passe-droit en tant que président d'académie, je me suis tout simplement inscrit. Et il est vrai que sur l'athlétisme, en tant qu'ancien athlète, j'ai pu regretter certains tarifs, mais il est faux, d'une certaine manière, de dire qu'il n'y a que des places très chères. Il me semble que certaines sessions sont encore abordables. Tous les billets, et en particulier les billets à 24 €, n'ont pas tous été mis en vente. Il y aura une billetterie solidaire. Il y aura une billetterie aussi liée, il me semble, à la fonction publique, ou en tout cas le ministère en charge des sports va veiller à ce qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent assister sans contrainte financière. Donc je comprends la réaction lorsque on a pu voir afficher sur son écran des tarifs à 3 chiffres, parfois même à 4 chiffres pour la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture. Mais il me semble qu'il ne faut pas aller trop vite dans l'analyse et bien voir qu'il y a différentes étapes. Il y aura de nombreuses autres occasions
pour qu'il y ait cette répartition. Et j'ai vu une étude sur Twitter, reprise par un économiste, qui essayait de faire un parallèle avec ce qui était le plus comparable, c'est-à-dire Londres 2012, en tenant en compte le prix de l'inflation, la différence entre la livre sterling et l'euro, et les tarifs de Londres étaient très très proches de ceux de Paris, en intégrant l'inflation et un certain nombre de caractéristiques. Donc on n'est pas sur une explosion des tarifs comme on peut le voir parfois dans certains commentaires rapides. Et parce que la promotion des valeurs de l'olympisme ne se limite pas à la période des Jeux, l'académie que vous présidez s'implique aussi à parfaire l'héritage de ces Jeux. Oui, tout à fait. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, on a fait un de ses piliers. C'était d'ailleurs une des premières directions mises en place. Et l'héritage a été anticipé. L'héritage, c'est aussi quelque chose qu'on travaille à l'académie depuis très longtemps. S'appuyant un peu sur ce vieil adage qu'on ne peut pas savoir où on va quand on ne sait pas d'où on vient, d'autant plus lorsque on est l'émanation d'un événement qui a été rénové et qui a vu le jour il y a plus de 2000 ans. Il faut qu'on sache ce sur quoi a été construit notre patrimoine pour pouvoir le faire vivre et aussi le faire évoluer. Il est essentiel en effet que ces Jeux s'inscrivent dans une démarche durable. Eh bien, merci beaucoup Arnaud Richard de nous avoir fait connaître l'Académie nationale olympique. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site cnosf.franceolympique.com puisque le CNOSF héberge la NOF. Et puisque vous êtes chaque année à la recherche de jeunes ambassadeurs, cette interview donnera peut-être à certains l'envie de s'engager pour l'olympisme. Merci. Je l'espère. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Rostan Mehdi, bonjour. Bonjour. Lors de votre prise de fonction à la conférence régionale des grandes écoles en 2019, vous aviez défini 4 priorités avec entre autres la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur et le dialogue avec les pouvoirs publics locaux. Quel premier bilan faites-vous à l'œuvre de l'ouverture de cette première édition des rendez-vous de la CRGE Provence-Alpes-Côte d'Azur ? Alors j'ai le sentiment que nous avons, si ce n'est atteint nos objectifs, du moins progressé de manière significative sur l'un et l'autre des points que vous avez évoqués. En matière de démocratisation, chacune de nos écoles est engagée dans des dispositifs qui permettent effectivement, à côté de la sélectivité qui nous caractérise, d'ouvrir nos portes à des élèves qui viennent notamment de lycées en zone REP ou REP+, donc bien souvent de milieux qui sont des milieux économiquement et socialement défavorisés. Si je prends l'exemple de Sciences Po Aix, qui est l'école que je connais le mieux, nous avons par exemple un partenariat qui est tout à fait exemplaire avec le lycée Saint-Exupéry des quartiers nord de Marseille, partenariat qui nous permet d'accueillir chaque année 3, 4, 5 élèves, en plus de ceux que nous accompagnons dans le cadre des cordées de la réussite. Et ce que je dis de Sciences Po Aix est à l'évidence duplicable et déclinable dans la pratique de chacune des écoles qui constituent la conférence. Alors sur le second point, je crois que les rencontres de ce matin sont là pour témoigner du fait que les relations avec les pouvoirs publics locaux du territoire, les pouvoirs publics du territoire, sont en train de se structurer de manière tout à fait décisive. La présence du président Muselier ce matin en atteste, et nous avons pris bonne note du fait qu'il souhaitait que s'établisse entre nous un partenariat stratégique. Il sera pris au mot. Tout cela ouvre de belles perspectives et grâce à leurs partenariats multilatéraux, les grandes écoles contribuent au rayonnement de la région à titre scientifique, culturel et économique. Par quel biais ces grandes écoles peuvent-elles renforcer un peu plus leur intégration territoriale ? Alors d'abord, en se retrouvant le plus souvent possible dans le cadre de cette conférence, qui est un lieu de réflexion, d'échange. Du reste, nous en avons mesuré l'utilité au moment du Covid, puisque nous avons beaucoup échangé sur la meilleure façon d'accompagner des élèves qui étaient pour certains dans une situation de profond désarroi. Donc c'est un lieu où on se parle, c'est un lieu où on réfléchit ensemble. Et puis aussi en développant des projets qui peuvent être des projets communs. Alors peut-être pas aux 18 écoles simultanément, mais
à un certain nombre d'entre elles. Ces projets ne manquent pas. Ils peuvent se décliner de multiples manières. Projets de recherche, projets de colloques, de manifestations scientifiques. Et puis, si l'on veut être plus ambitieux, des projets de formation, des masters qui peuvent être communs à plusieurs écoles. Si je prends là aussi une situation que je connais bien, Sciences Po Ex par exemple a un diplôme commun avec l'école de l'air, un concours commun de recrutement avec l'école de l'air qui permet de recruter chaque année 5 ou 6 élèves qui seront à la fois officiers de l'armée de l'air, quelles que soient d'ailleurs les spécialités considérées, et diplômés de Sciences Po. Nous avons aussi un cursus commun avec l'école centrale, et au sein de l'école, au sein de la conférence régionale, nous songeons, par exemple, autour du thème des transitions, à la création d'un diplôme commun à plusieurs écoles, école d'ingénieurs, école en sciences sociales, et il y a là un modèle, à mon sens, déclinable sur beaucoup de sujets. Et en 2023, le terme « transitionner » a fait son entrée dans le dictionnaire. Alors, vous venez d'en parler, les transitions auxquelles notre territoire doit faire face sont diverses, numériques, écologiques, sociales. Quel rôle les grandes écoles peuvent-elles jouer ? Alors, ce rôle est double à mon sens. Nos grandes écoles ont en commun de donner à leurs élèves un socle de connaissances très robuste, des connaissances disciplinaires, pluridisciplinaires, qui leur permet de procéder à des montées en généralité qui sont extrêmement précieuses qui seront très précieuses lorsqu'ils s'inséreront dans la vie professionnelle. Pouvoir s'appuyer sur un ou une cadre qui est capable de conceptualiser est évidemment déterminant. Ensuite, en adaptant leur offre de formation. Il ne s'agit pas simplement de donner un socle de connaissances universelles, il faut aussi être capable de faire évoluer notre offre de formation de manière à coller aux grands défis du moment. Et parmi ces grands défis, il y a des défis d'ordre économique, géopolitique, géostratégique, mais aussi environnementaux, sociétaux et environnementaux. Et donc, il y a là un défi que nous devons relever, c'est celui qui consiste à faire évoluer nos offres de formation de manière non pas à les verdir par effet d'aubaine, mais parce que c'est fondamentalement nécessaire. Et je dois insister sur un point, c'est que nos grandes écoles sont convaincues qu'elles doivent être utiles à la collectivité. Certaines sont privées, d'autres publiques, mais nous avons une responsabilité à l'égard de la société. Et être à la hauteur de cette responsabilité, c'est se montrer capable de faire évoluer nos offres de formation. Les grandes écoles mènent des travaux de recherche et parmi les secteurs concernés, l'industrie 4.0 est essentielle pour faire face aux défis futurs sur le plan environnemental, mais aussi en termes d'emploi. Absolument. Écoutez, votre question contient en fait la réponse. Oui, bien sûr, il y a là à la fois un défi qui interpelle la société, plus largement le pays et au-delà du pays, l'Europe, mais il y a aussi un gisement d'emploi, c'est-à-dire que notre préoccupation doit être à la fois d'être utile et de faire en sorte que nos élèves, nos diplômés, trouvent un emploi et trouvent un emploi rapidement. Et si nous intégrons cette double contrainte, ça doit effectivement nous amener à adapter notre logiciel de formation à ces enjeux. Répondre à ces transitions exige de former les acteurs de demain. Or, pour l'instant, la formation répond imparfaitement aux mutations du monde du travail. Et si certaines écoles comme les mines ont repensé leur programme, ce n'est pas le cas de toutes. Comment être au rendez-vous ? Alors, je serai moins sévère que vous. Je trouve que votre constat est un constat qui ne tient pas compte d'une donnée qui a été rappelée en début de conférence tout à l'heure. 92% de nos élèves s'insèrent dans les 6 mois qui suivent leur sortie d'école. Ça veut tout de même dire que l'on trouve encore quelques vertus à la formation qu'ils reçoivent dans nos écoles. Alors, ce constat ne doit pas nous incliner à la paresse ou nous inciter à ne pas réfléchir. Et évidemment, certaines écoles sont plus ou moins avancées sur le sujet, mais je crois que toutes sont préoccupées de s'engager dans des scénarios de rupture. Je ne crois pas qu'il y ait au sein de la CRGE d'écoles qui n'ait intégré la nécessité dans les prochains mois ou les prochaines années de se doter des outils pédagogiques, des diplômes ou des formes de diplomation qui leur permettront précisément de renforcer les compétences de nos élèves et de nos diplômés, de nos futurs diplômés sur ces sujets-là. Il était utile de le préciser. Bien, merci beaucoup Rostan Mehdi pour cette interview. C'est moi qui vous remercie et j'ai été tout à fait ravi de répondre à vos questions. Moi de même.